après-midi, Post-Scriptum et le département de l'éducation comparée, nous sommes particulièrement ravis cet après-midi de recevoir Martine Delvaux, que je connais depuis 2007. C'était ma professeure au département d'études littéraires à l'UQAM, qui a dirigé mon mémoire de maîtrise et avec qui donc cette relation de formation et d'inscription au sein de l'institution est marquante et qui nous invite, Martine, aujourd'hui, à réfléchir d'une part à la responsabilité du professeur et du rapport professeur-étudiant et également à ce qui advient lorsque le pouvoir du professeur est perverti dans la sexualité ou dans le rapport sexuel. Comment réfléchir à l'amour au moment où il y a ce rapport-là qui violente, d'une certaine façon, notre place au sein de l'institution. Alors, je cède la parole à Martine. Après la présentation de Martine, je vais peut-être présenter une piste de réflexion s'il n'y a pas de questions. S'il y a une pléthore de questions, bien sûr, la place sera à vous. Et donc, voilà, Martine. Oui, au départ, ça devait être un entretien, puis après, j'avais ce texte qui était écrit, enfin, qui existait, et bon, Effie a trouvé que c'était une bonne idée que je le présente. Mais peut-être pour donner le contexte, il y a, en tout cas à l'UQAM, un groupe d'étudiantes qui s'est mobilisé. Elles sont quelques-unes. Elles sont militantes. Et en études littéraires, en particulier, ont créé ce comité pour venir en soutien, en aide, pour réfléchir à la question du harcèlement prof-étudiante. Donc, ça vous donne une idée de ce qui se passe dans mon département. Et dans cette perspective-là, on a, avec une de mes doctorantes, Valérie Lebrun, et une deuxième, Laurence Pelletier, on organise un colloque qui aura lieu en novembre prochain sur des questions de sexe et de pouvoir dans les couloirs de l'université. Donc, je vous donne le contexte. Donc, voilà. Et ce que je présente aujourd'hui, c'est un peu la première pierre lancée dans cette grande map, que sont les rapports entre la sexualité et le pouvoir à l'intérieur de l'université. Le texte, il est fait pour provoquer. Ce n'est pas un texte qui se donne comme la loi. Il est bien là pour provoquer des discussions. Donc, voilà. J'espère qu'après, on pourra surtout en discuter et ne l'entendez pas comme autre chose qu'une sorte de diatribe militante, mais pour justement sortir du silence. Parce que c'est, du moins à l'UQAM, un sujet qui est tabou. Et mon texte a à voir avec ça. Il interroge pourquoi on n'en parle pas. Et donc, je pense que c'est important d'en parler. Deuxième chose, évidemment, le livre d'Yvon Rivard est sorti au moment où je travaillais. Donc, j'ai évidemment pris en compte ou réagi au texte d'Yvon Rivard. Il a depuis fait paraître un entretien dans la Gazette des femmes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, où il est beaucoup plus explicite par rapport au genre sexué qui est en jeu dans les rapports de pouvoir entre prof et étudiante, qu'il ne l'est dans son essai comme tel. Donc, j'avais écrit le texte avant, donc voilà. C'est un peu dans cette généalogie-là. Donc, qui aime, qui enseigne. Disons que l'histoire commence ainsi. L'étudiante a 18 ans. Elle suit un cours de théorie littéraire. Elle est assise au milieu de la salle de classe. Devant, il y a un homme. Il est brun et très grand. Il n'est pas beau, mais il a du style. Le genre de celui qui s'en fout, mais qui s'assure de toujours porter le même genre de vêtements, quelque chose comme un uniforme. Il est reconnu comme étant la star du département, le jeune prodige qui sait tout faire, de la théorie et des romans, qui éblouit avec son savoir et son humour, et aussi cette manière qu'il a, nonchalante, qui transparaît dans ses mouvements et se traduit dans son enseignement. Pendant la pause, il descend au café avec les étudiants, il les écoute, leur donne des conseils sur quoi lire et comment être en buvant un jus de fruits. Il est juste assez excentrique pour être charmant. Il commence chaque séance de cours en distribuant des dépliants d'Amnesty International et en faisant circuler des romans. Il parle de littérature avec passion. Quand il écrit au tableau noir, il ne fait pas attention à la largeur du tableau et finit la phrase qu'il a commencée sur l'ardoise directement sur le mur. Il fait son spectacle devant 50 paires d'yeux ouverts, tous plus grands les uns que les autres. L'étudiante le fixe, curieuse, intriguée, un peu sidérée. Elle ne sait plus qui, de lui ou d'elle, a commencé cet échange.
Mais elle sait qu'à un moment donné, leurs regards se sont croisés et se sont arrêtés l'un sur l'autre un peu trop longtemps, avec un peu trop d'insistance. Bientôt, il lui suggère de passer le voir à son bureau. Elle est flattée. La première fois, elle ne sait plus pourquoi, mais il lui sort un livre. Rien n'est souligné, les coins ne sont pas écornés. Elle remarque qu'il dresse une liste des pages importantes à la toute fin du livre. De cette fois-là, elle se souvient qu'il a parlé longtemps, et surtout de lui, pour raconter sa vie et présenter ses diverses publications. Elle se souvient de l'avoir trouvé légèrement arrogant, soudainement, et un peu ennuyant, mais pourtant elle est revenue, curieuse, intriguée, émue. Émue parce que dans l'impression qu'elle avait été élue. Le bureau a cédé la place à un restaurant, puis à un autre où il commandait du thé à la menthe, en soulignant bien sûr, en jouant Freud, le jeu de mots qu'il venait de faire, du thé à la menthe. Elle l'envoie sur les roses, se moque un peu de lui, mais pas trop parce qu'il l'intimide, qu'au fond, elle ne sait plus si elle doit trouver ça séduisant, inquiétant ou amusant. Il ne lui parle plus seulement de lui désormais, il se met à discourir sur elle, lui dit comment il la voit, ce qu'il pressent, comme s'il la connaissait vraiment. Souvent, maintenant, elle baisse les yeux devant lui en rougissant. Un jour, il l'attrape et l'embrasse dans son bureau. Elle ne sait pas comment il en est arrivé là. Elle ne se souvient pas d'avoir fait, elle, les premiers pas. De se baiser, elle ne tire pas de plaisir, comme choquée de sentir sous ses mains le corps d'un homme plus âgé. Plus tard, il l'embrassera encore, puis rapidement proposera de pousser l'initiation plus loin, le lit comme une extension du tableau noir. Elle refusera de crainte de le décevoir. Elle refusera malgré la crainte de le décevoir. Il parle souvent de sexualité, il en parle avec cette aisance des hommes d'expérience. Et elle a beau sortir son sarcasme et son ironie pour tenter de le remettre à sa place, toujours il réussit à dévier. Il est habile, adroit. Elle a 18 ans, il en a 40. Il est marié, il a 2 enfants, le milieu est petit, elle croise son épouse lors de conférences et de lancements. Elle n'est pas la seule, mais elle ne le sait pas encore. Elle le comprendra plus tard en le voyant avec ses doctorantes, les corps trop proches, une main déposée sur le bras qui insiste un peu trop longtemps. Elle comprendra que les élus étaient nombreuses et que ça continue. Avec le temps, elle finira par comprendre aussi que le grand écrivain, le grand penseur, n'était pas aussi grand qu'elle le croyait quand elle avait 18 ans. Elle le croisera régulièrement au fil des années et à chaque fois, il reprendra le flirt et mettra un commentaire lascif, tendra à nouveau la perche pour tenter de raviver la petite flamme avec laquelle il a déjà joué, niant à chaque fois qu'elle est devenue sa collègue. Cette histoire, elle s'en souvient encore aujourd'hui en détail et elle s'en souviendra sans doute toute sa vie. Elle l'a mis dans le tiroir des premières amours et des premiers troubles. Elle se dit qu'elle a eu la chance de ne pas en être sortie meurtrie, de n'avoir succombé ni à lui, ni à la douleur de ne jamais vraiment l'avoir eu. Mais ce qu'elle sait, ce qu'elle porte, c'est le souvenir de s'être fait avoir, de s'être laissé croire que cette histoire, d'une manière ou d'une autre, pouvait être vraie. Quand elle la raconte aujourd'hui, l'histoire se double d'un écho, se change en rumeur sourde. C'est une histoire des millions de fois racontée, une affaire des plus banales, un cliché ultra usé. Une scène tant de fois racontée qu'on ne sait plus quel mot choisir pour la dire. Une scène si commune que l'université ne la voit plus. On se bouche les oreilles et les yeux, on ferme les portes, on éteint les lumières. C'est une scène bâillonnée. Relation amoureuse entre un professeur et une étudiante. Rapport sexuel, flirt, rapprochement, intimité, amitié, complicité, identification, collaboration, transfert, manipulation, abus de pouvoir, harcèlement, emprise, violence. L'anglais ici est utile. Il permet de tout ramener à l'équation la plus simple, en éliminant même le facteur du genre, teacher, student, sex. Mais comme l'indique Tania Modlewski, the norm involves a male superior and a female subordinate, and often involves an abuse of power. Mais personne ne veut parler de la norme, dit Modlewski. L'histoire qu'on veut entendre, c'est celle du couple exceptionnel, celui dont les partenaires se sont trouvés et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça arrive souvent, clame-t-on, et ça marche. Parce qu'il y a eu la relation de Martin Heidegger et Hannah Arendt, ou parce qu'on connaît tel professeur et telle étudiante, on refuse de prendre position. L'exception empêche de penser la norme, ou le trope, et la règle. Pourtant, le bonheur, dans ces cas, reste bien une exception. La norme, c'est le malheur. Comme l'écrit Yvon Rivard dans Aimer enseigner,
Les histoires d'amour exceptionnelles ne sauraient justifier la professionnalisation du désir à des fins pédagogiques ou pseudo-révolutionnaires, ni surtout faire oublier ces autres histoires d'amour, moins spectaculaires et aussi difficiles, qui unissent chastement professeurs et élèves dans le désir de découvrir ce qu'ils sont et ce qui est, ce qui les réunit en dehors d'eux-mêmes dans la vérité d'un ça irréductible à la seule pulsion sexuelle. On répondra aussi que les rapports de pouvoir sont partout en société et qu'en tant que féministes, nous sommes bien placés pour le savoir. Qu'aucune relation amoureuse, même égalitaire en termes de statut, de classe ou d'âge, même homosexuelle, n'en est dépourvue, et que dans cette perspective, le rapport professeur-étudiante n'est pas pire qu'un autre rapport. Mais c'est justement là que le bas blesse. Ce rapport-là est pire parce qu'il intensifie le rapport de pouvoir. Le professeur supervise, corrige, évalue, fait partie du milieu dont l'étudiante elle-même fait partie en tant qu'étudiante et dont elle souhaite, dans bien des cas, faire partie à l'avenir comme chercheur, professeur. Le professeur fournit les contrats, ouvre la porte aux équipes et aux centres de recherche, facilite l'intégration dans des activités de colloques et de publication. Il siège au comité d'attribution de bourses, à l'interne et à l'externe, dans les comités de rédaction de revues et de maisons d'édition. Il fait partie de comités d'embauche. Il représente tout ce que l'étudiante court le risque de perdre si elle se défile, résiste, s'oppose, refuse, dénonce. Dans le mythe de l'exception, on parle de consentement. Le couple est formé de 2 adultes majeurs et vaccinés, des adultes consentants. Mais dans ce contexte, peut-on vraiment parler de consentement? C'est ce sur quoi revient Yvon Rivard dans l'article dans la Gazette des femmes. Le consentement est-il même possible? Et en tant que féministe, je maintiens qu'on peut poser la question sans retirer son agentivité à l'étudiante, ce qui est l'argument qui est donné par les détracteurs des opposants aux relations intimes professeur-étudiante, comme si on devenait alors paternaliste envers l'étudiante. C'est le contexte même qui annule en quelque sorte le consentement. Les menaces implicites de représailles, d'accusations, d'isolement, le silence ambiant, le statu quo universitaire, mais aussi les avances faites à demi-mot, les insinuations, les regards, les messages ambigus, l'entre les lignes et le sous-texte qui accompagne tout, à quoi il faut maintenant ajouter l'interface des réseaux sociaux, un no man's land entre le public et le privé, les j'aime qu'on clique et autres semi-proximités en apparence anodines. En somme, tout ce qui relève du flirt et qui demande à être interprété, puisque le message n'est jamais clair, une façon de faire qui amène l'étudiante à douter de ce qu'elle comprend et qui la force dans un mutisme. On imagine mal une étudiante demander clairement à son professeur s'il est en train de la draguer. Voilà ce qui met la table pour l'absence de consentement. On pourrait dire qu'en quelque sorte, le non-consentement dans cette histoire, c'est le plancher. Et on en fera porter l'odieux à l'étudiante. Comme dans toute bonne culture du viol, on l'accusera de l'avoir cherché, d'avoir usé de ses attributs pour séduire ou de vouloir profiter d'une proximité amoureuse pour avancer. Argument au relent de pédophilie, où ce sont les enfants qui sont accusés de séduire les adultes. Et aussi, reconduction de la figure de la vente. Dans les lieux officiels, dans l'administration, on met en garde contre la paranoïa, l'exagération, le malentendu, dont la responsabilité incombe généralement à celles sur qui les gestes, les regards, les demandes, les insinuations sont tombés. C'est quelque chose qu'on m'a déjà dit, hein, du haut de l'administration universitaire, qu'il fallait faire attention que souvent les filles exagéraient, que les étudiantes faisaient semblant. À la manière de l'Oléana de David Mamet, où il devient impossible au fil du dialogue entre le professeur et l'étudiante de savoir qui dit vrai. Reste toutefois un passage de cette pièce de théâtre qui résonne avec mes propos aujourd'hui. C'est Oléana qui s'adresse à son professeur. Et elle lui dit « Savez-vous pourquoi vous avez travaillé? Le pouvoir. Pour le pouvoir. Vous comprenez? Et vous vous asseyez là et vous me racontez des histoires. Sur votre maison, sur les écoles privées, sur vos privilèges et sur les droits que ça vous donne. D'acheter, de dépenser, d'ironiser, de convoquer les gens. Toutes vos petites histoires. Votre culpabilité minable. Tout vient de vos privilèges. Et vous ne voulez pas le savoir, vous fermez les yeux. » C'est une question de pouvoir, oui, et de privilèges au pluriel, comme l'écrit Mamet, d'intersection des privilèges. L'université ne fonctionne pas en vase clos. Elle est branchée sur le monde, assise en pleine ville, au cœur de la société dont elle forme les citoyens qui, en même temps, la forment. Elle fait partie de cette culture où disparaissent des centaines de femmes amérindiennes sans qu'on ne dise quoi que ce soit. Cette culture où les femmes meurent aux mains de leurs ex-conjoints, où les voix masculinistes et antiféministes se dressent pour banaliser sans cesse la violence contre les femmes et le sexisme ambiant. Une culture où les étudiantes seront victimes sur les campus universitaires de sexisme, d'intimidation et de violence.
les professeurs en donnent un bel exemple. Si ça leur est permis à eux, on ne voit pas pourquoi aux autres ce serait interdit. Mais on accusera les féministes, l'enfer du politically correct, le puritanisme nord-américain. On accusera tout sauf les responsables, ceux qui continuent à voir l'université comme leur terrain de jeu et les étudiantes comme leur jouet. C'est pas facile d'être professeur, dit un de mes collègues, il y a tellement de belles filles autour. Le site Goodreads compte plus de 2000 titres de romans ayant pour trame principale une histoire amoureuse entre un professeur et une étudiante. Parmi ceux-ci, des centaines de romances, surtout écrites par des femmes, et quelques titres littéraires plus sérieux, signés par des hommes. Ce sont les histoires qui font que le rapport sexuel, amoureux, entre un prof et une étudiante, continue à faire frémir de plaisir, parce qu'on a intégré ce scénario comme faisant partie du mythe de l'éducation universitaire. On est coincé entre le rapport sexuel, séducteur, amoureux, cheap, digne des romans harlequins les plus banals, et la grande histoire d'amour, l'étalon romantique, qui se décline sur tous les modes, y compris universitaires. L'histoire interdite, clandestine, transgressive entre un prof et son étudiante renvoie aux différences de classe, style Love Story, aux conflits culturels, style West Side Story, aux luttes de pouvoir, comme dans Roméo et Juliette. Mais surtout, elle renvoie à cette hiérarchie économique liée au savoir et au goût, cette distinction que représente le prof et qu'il promet à l'étudiante, comme dans My Fair Lady. L'amour universitaire n'a pas seulement à voir avec un interdit horizontal, il a à voir avec un interdit vertical. Le professeur donne l'impression de tirer l'étudiante vers le haut, le savoir et l'argent, alors que dans les faits, il la laisse là où elle est. Parce que ce qu'il aime, justement, c'est ce pouvoir. Le pouvoir de l'argent, de la culture, du savoir, le pouvoir aussi des mots, comme ceux qui sortent de la bouche de Tchékika, le professeur de littérature dans le roman autofictif de Marie-Cécile Labrèche, ancienne étudiante à la maîtrise en création littéraire, à l'UQAM, bien sûr. Les mots d'un écrivain de 57 ans qui lance des invitations quand il en a envie. Et je cite le roman. « Ah, je suis lessivée. Veux-tu prendre une bière avec moi, Émilie Kiki? Ah, j'ai faim. Veux-tu qu'on aille manger, Émilie Kiki? Ah, j'ai trop travaillé. Veux-tu qu'on aille au cinéma, Émilie Kiki? » Et je me dépêchais de finir les chapitres de mon essai pour le rencontrer, 1 heure dans son bureau à parler de lui. Il était son sujet de discussion préféré et il avait trouvé l'auditrice rêvée. Ce sont les mots d'un homme qui analyse la relation. J'ai l'impression que c'est de l'inceste, c'est ce que dit le personnage, tout en l'organisant, qui la déconstruit tout en la maintenant. Une fois qu'il a éjaculé sur mes seins, sur mon ventre, dans ma brèche ou dans ma bouche, à coups de gestes spectaculaires, on s'assoit dans le lit et on parle de théorie littéraire. Qu'est-ce qui est vulgaire ici, demande Yvon Rivard? Le fait que la vie de l'étudiante soit devenue un film porno ou les discours du professeur qui l'a dénudé. Que fait Labrèche sinon de montrer ce que ça veut dire quand un professeur baise son étudiante? On en parle, on raconte ces histoires sans arrêt dans les couloirs de l'université, mais sait-on vraiment ce que ça signifie? Est-on vraiment capable de le voir? Je ne peux pas parler de ma relation avec mon prof de littérature, c'est une histoire cachée, un livre caché, écrit Labrèche. Douce vengeance que celle de l'étudiante devenue écrivain et qui publie, dans un milieu qui tient dans la paume d'une main, une autofiction où elle décrit comment son professeur écrivain la baisait. Elle écrit un roman à clé, et ce roman à clé révèle l'autre histoire qu'écrivent ces histoires de professeurs qui couchent avec leurs étudiantes, celle de la rumeur, qui occupe les esprits curieux de savoir qui couche avec qui. Quel savoir est transmis quand l'université prend l'allure d'un journal à potins où on suit les mouvements de ses stars? Parce que coucher avec les étudiantes, c'est aussi une façon de se hisser dans le firmament des vedettes. La pipelisation universitaire en passe aussi par le lit. Le professeur est professeur de désir, comme l'écrit Yvon Rivard, dans une recherche subventionnée de plaisir. J'adore cette expression. Rivard est un des seuls à avoir osé aborder ici la question des rapports professeur-étudiante. Dans son essai, il s'entoure de philosophes et d'écrivains pour tenter de penser ce qui se produit pendant une telle transgression, ce qui dérape par rapport à la transmission du savoir et en quoi ça concerne la peur terrible chez le professeur de mourir. S'accrocher à soi en s'accrochant à l'autre. Survivre au prix de l'autre vie. Rivard établit un trait d'union entre les prédateurs sexuels et les fossoyeurs intellectuels. Mais ce qu'il pointe aussi, c'est la difficulté pour le professeur de tenir ce rôle, de le porter, de le défendre. Ce qui veut dire, comme pour le parent devant l'enfant,
de marquer une limite, de protéger une hiérarchie bienveillante à l'égard de l'étudiante, de donner toujours au lieu de prendre. Rivard défend la littérature et trouve la possibilité d'être humain. Il pose sur le lit universitaire, et certains collègues qui en ont profité, le regard du diagnostic compassionnel. Il abstrait la scène, il philosophise à partir d'elle. Mais ce qu'il ne dit pas, ce sur quoi il fait l'impasse, même si ça traverse son essai, étant donné les exemples qu'il puise chez Coates, Roth et Labrèche, c'est la question du sexe, du vrai sexe. Une des phrases les plus parlantes qu'il cite est celle-ci de Marie-Cécile Labrèche. « J'ai 26 ans et je baise avec mon prof de littérature. » Cette phrase est le leitmotiv du roman, un rappel incessant du décalage et du poids du professeur qui pèse sur elle, comment il a fait d'elle une brèche, c'est-à-dire un trou, un vide à colmater en le remplissant de lui-même. Le roman de Labrèche n'a pas suscité de débat de société, souligne Rivard, comme le déclin de l'Empire américain ne l'avait pas fait non plus. L'histoire est trop connue, elle est banale, et devant elle, on s'identifie, à tous les coups, aux détenteurs du pouvoir. Quelle différence entre un chef d'État qui pille son propre pays, les politiciens qui sont à la solde des multinationales, un courtier qui vole ses clients et un professeur qui profite de ses élèves, demande Rivard. Ce que Rivard ne dit pas, mais qu'il laisse entendre par le choix de ses textes littéraires, c'est que les élèves en question sont le plus souvent des femmes et des étudiantes aux études supérieures. Ce sont elles qu'ils reçoivent dans des bureaux aux portes fermées et dans une demi-obscurité. Ce sont elles qu'ils enjoignent à prendre un verre, manger au resto, assister à une pièce de théâtre ou à un concert. Ce sont elles qu'ils baisent dans leur petit appartement ou dans une chambre d'hôtel pendant que leur épouse est à la maison et s'occupe des enfants. Ce sont elles dont ils supervisent le travail, à qui ils donnent des contrats de correction ou de recherche, avec qui ils organisent des colloques. Elles qui sont potentiellement leurs futurs collègues. Mais ce faisant, est-ce que ce n'est pas justement ce qu'ils interdisent, qu'elles deviennent leurs futurs collègues? Enfin, qu'elles deviennent leurs collègues. Certaines vont finir par abandonner leurs études, celles à qui on a promis la lune, qu'on a remplie, vidée, abandonnée, celles à qui on a fait un enfant qu'on n'a pas reconnu. D'autres vont poursuivre et frôler les murs. D'autres encore vont subir une dépression. D'autres, enfin, vont devenir enragés et vont fuir, quitter cette université, la désinvestir. Quitter ce no man's land, où tout est permis, puisque rien n'est interdit. Abandonner cette université, qui ainsi restera ce qu'elle a toujours été, un boys club.